Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi la 7. Les trafics illicites, les criminalités et les accidents de circulation connaissent une forte régression selon le bilan provisoire de la situation sécuritaire du premier trimestre de l'année en cours. Bonne nouvelle, mais avec des dispositions à prendre. Le sujet sera développé dans ce journal. On se rappelle de lui, Jimmy Hope, le célèbre artiste, peintre et chanteur togolais, l'un des plus grands rockers africains. 4 ans aujourd'hui qu'il nous a quittés. Nous vous proposons dans cette édition un récit qui retrace un petit peu son parcours et son vécu. Au Sénégal, l'affaire Ousmane Sonko se poursuit. Contre l'opposant s'ouvre une troisième procédure ayant pour risque sa non-participation à l'élection présidentielle prochaine. Nous vous donnons les détails. Et enfin, de l'autre côté au Niger, le moment est encore loin d'être le retour à la normale. Les militaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont annoncé ce vendredi être prêts à intervenir. Voilà, c'est tout pour les titres. Place au développement. Bienvenue à tous. On ouvre la page nationale avec la sécurité. Accidents de circulation, criminalité, trafics illicites et autres sont en nette régression au Togo. C'est ce que ressort le bilan provisoire de la situation sécuritaire au premier trimestre de cette année. Cependant, même si les statistiques montrent une tendance baissière, la prudence, quant à elle, s'impose. Bernard Canvi. Au Togo, près de 300 personnes ont péri dans les accidents de la route au premier semestre de cette année. Selon les chiffres du ministre en charge de la sécurité, le pays a enregistré en 6 mois 3262 accidents, faisant 4611 blessés et 282 morts. Dans les détails, il a été démontré que les motocyclistes sont en tête des victimes d'accidents de la circulation. Parmi eux, 195 ont perdu la vie au cours de ces accidents. Les conducteurs de tricycles ne sont pas épargnés. 16 d'entre eux ont aussi perdu la vie. Des chiffres toujours alarmants. Face au danger, les responsables en charge de la sécurité routière pensent rendre obligatoire le port des casques à la fois par les conducteurs de moto et les personnes transportées. Les causes de ces accidents restent invariablement les mêmes, avec un manque de responsabilité élevé. L'on peut signaler entre autres le défaut de maîtrise, le refus de priorité, l'excès de vitesse et le non-respect des feux tricolores. Par ailleurs, concernant les faits de criminalité, 23 braquages ont été enregistrés sur la même période. 6 cambriolages, 5 cas relevés de vol à main armée avec préjudice des sommes d'argent emportées et bien d'autres biens. Et là, les autorités comptent renforcer le dispositif sécuritaire de prévention et de lutte contre la criminalité à travers les patrouilles de sécurisation et les gardes-points sensibles, sans oublier les descentes de police et les rafles. On parle également santé dans cette édition. Les chiffres rendus officiels par l'organisation Amnesty International relativement au taux de mortalité infantile, la mortalité néonatale et celle maternelle reflètent quelques insuffisances. Face à cette situation, Amnesty International appelle le Togo à améliorer l'accès aux soins des mères. Les détails avec Harold Mensan-Ato. Au Togo, le taux de mortalité infantile est de 43 décès pour 1000 enfants nés vivants et le taux de mortalité néonatale est de 24 décès pour 1000 enfants nés vivants selon l'UNICEF. Le taux de mortalité maternelle est également élevé avec 399 décès de mères pour 100 000 naissances vivantes. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, le Togo ne compte que 2 sages-femmes pour 10 000 habitantes. Face à ces chiffres, Amnesty International a appelé, à l'occasion de la journée de la femme africaine, les autorités togolaises à améliorer de toute urgence l'accès aux soins de santé maternelle dans le pays et à réduire la mortalité infantile et néonatale. Suite à des entretiens avec 21 personnes, dont 13 patientes, 4 sages-femmes et 4 médecins à Lomé et à Néron en février et mars 2023, une délégation d'Amnesty International a observé un manque de personnel, des équipements délabrés et une mauvaise qualité des soins. Les quelques sages-femmes employées par ces services font face à une charge de travail excessive. Le manque d'équipement et de personnel nuise aussi à la qualité des soins dispensés aux patientes pendant les consultations prénatales et l'accouchement. Par ailleurs, si le programme Wezu initié en 2021 représente une importante avancée, des améliorations sont encore nécessaires. Les autorités togolaises doivent veiller à ce que les programmes visant à rendre les soins de santé abordables soient accessibles à tout le monde et sans discrimination.
L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit de l'homme reconnu à l'échelle internationale. Au Togo, les autorités multiplient la construction de forages à travers les régions afin de garantir son accès à la population d'ici 2030. Bernard Canvi. L'insuffisance des ouvrages d'approvisionnement en eau potable et leur accès difficile au Togo constitue un problème majeur pour les ménages. Face à la situation, l'État togolais a lancé en 2021 le plan national de dotation en eau qui ambitionne d'atteindre à l'horizon 2030 la couverture universelle. Afin d'y arriver, près de 23 milliards de francs CFA sont investis cette année. Ces fonds permettront l'installation de 300 forages équipés de pompes à motricité humaine dans la région des plateaux. Dans les régions des Savanes et de la Kara, le projet prévoit la réalisation de 950 forages équipés de pompes à motricité humaine. Par ailleurs, plus de 8000 forages équipés de pompes à motricité humaine ont été réalisés ou réhabilités à travers le pays en un peu plus d'une décennie. Il faut aussi souligner que ces dernières années, l'accès à l'eau potable a connu un coup d'accélérateur passant de 25% en 2005 à près de 70% en 2019. Toujours société, nombreux sont les pays qui admettent aujourd'hui le rôle important de la langue maternelle dans l'éducation. Une expérience faite dans la région de la Kara et maritime a révélé l'efficacité d'un enseignement transmis par la langue maternelle. De ce fait, le Togo compte dans les prochaines années introduire les langues maternelles dans la transmission du savoir dans les écoles et lieux de formation. Kofi Kligui. Autrefois méprisée, la langue maternelle prend de nos jours une place importante sur la liste des sujets qui sont ardemment défendus dans nos sociétés. Hier, parler sa langue maternelle à l'école est une infraction et une punition s'ensuit. La moindre, c'est de porter jusqu'au prochain fautif un signal fait d'os d'animaux ou de coquilles d'escargots. Mais depuis 1999, l'appréhension de la langue maternelle a évolué. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la culture UNESCO, une culture de paix ne peut se construire que dans un espace où tout le monde a le droit d'utiliser sa langue maternelle pleinement et librement dans toutes les circonstances de la vie. Ainsi, la journée du 21 février a été dédiée à la langue maternelle. Elle est une opportunité pour les gens du monde entier de faire partager le caractère unique de chaque culture dont la langue est le vecteur. Grâce à cette opportunité, beaucoup de pays optent désormais pour une éducation par la langue maternelle dans les écoles et centres de formation. Au Togo, l'idée d'introduire la langue maternelle dans l'éducation est née en 2016. En juillet 2022, un symposium a réuni le Togo, la Guinée et la Côte d'Ivoire pour étudier les réformes à faire pour introduire la langue maternelle dans l'éducation. Une expérience menée dans la région de la Kara et maritime ont donné des résultats encourageants. Les élèves maîtrisent mieux les disciplines enseignées dans leur langue maternelle. Selon Nelson Mandela, je cite, « Si vous parlez à quelqu'un dans la langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Mais si vous lui parlez dans sa propre langue, vous parlez à son cœur. » On s'intéresse également à l'agriculture. Des résultats encourageants sont enregistrés dans les premières années d'application de la réforme de la politique foncière agricole. Ce dernier est censé améliorer les revenus des producteurs, mais aussi les conditions de vie des populations. On en découvre un peu plus. Le Togo s'est engagé dans un processus de réforme dont l'objectif est de garantir de meilleures conditions de vie aux populations. Parmi ces réformes, l'on note celle de la politique foncière agricole dont le but est de faire de l'agriculture togolaise un moteur de croissance et de création d'emplois. Sur le quinquennat 2020-2025, il s'agit de cartographier 50 000 hectares et consolider 40 000 hectares de terres agricoles, mettant en place 400 zones d'aménagement agricole planifiées ZAP. Les premiers résultats se sont avérés encourageants puisqu'en fin 2022, 13 920 hectares ont été consolidés pour une cible annuelle de 8 000 hectares. Grâce aux ZAP, les producteurs ont vu leurs revenus augmenter. Les 130 réalisés sur la période 2021-2022 et sur une superficie totale de 12 608 hectares ont donné des rendements supérieurs aux zones hors ZAP avec une différence moyenne de 36%. D'autres initiatives telles que le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques censés répondre aux besoins de financement des agriculteurs, les initiatives destinées à lutter contre l'accaparement des terres agricoles par des individus fortunés et pour finir, l'accès
au foncier agricole aux femmes au même titre que les hommes ont été mises en place pour améliorer le secteur et le rendre bénéfique à tous. Et nous vous l'avons dit dans les titres, 5 août 2019, 5 août 2023, 4 ans aujourd'hui que le célèbre artiste, peintre et chanteur Jimmy Hope a quitté ce monde. De son vivant, il fut un grand homme et même après sa mort, je vais y arriver, il demeure un grand homme. Nous vous rappelons son parcours à travers ce récit. Entre dessin, peinture, sculpture et musique, il a su trouver l'équilibre. Togolais de nationalité, Kofi Senaya, plutôt connu sous le célèbre nom de Jimmy Hope, fut et reste un monument. Maître des arts et du son, l'artiste peintre et chanteur aura fait de ses 45 ans de carrière un moment spectaculaire, passionnant, inspirant et mémorable. Jimmy Hope n'était pas connu qu'au Togo. Au contraire, il était connu, apprécié et réclamé sur des scènes internationales, ce qu'il doit à l'authenticité et à la popularité de ses œuvres. Les fresques de l'aviation internationale lui doivent aujourd'hui leur décoration unique. Jimmy Hope s'identifiait au travers de la musique rock'n'roll et blues qu'il chantait en évé, français et même en anglais. Des distinctions au pays et hors du pays, Jimmy Hope en a eu. L'international aura fait chanter la population togolaise pendant plusieurs années et a imprimé ainsi donc sa propre marque par laquelle on le reconnaît. Il chante les péripéties de la vie, l'espoir et ses chansons reflètent les réalités quotidiennes. On est, vit et meurt, la vie est faite ainsi. En 5 août 2019, Jimmy Hope va trépasser à l'âge de 63 ans. Derrière lui, 200 tableaux et 3000 chansons enregistrées inédites. Pour exécuter de grandes choses, il faut vivre comme si l'on ne devait jamais mourir. L'artiste continue par transcender le temps à travers ses œuvres magnifiques qu'on contemple partout dans la capitale, ainsi que ses chansons qui continuent de toucher et de conscientiser. Cela fait 4 ans qu'il n'est plus. Un artiste ne meurt jamais. Jimmy Hope, le plus grand rocker africain, aura vécu. Nous fermons la page nationale pour nous intéresser à celle internationale. 70% des Africains ayant investi dans les crypto-monnaies auraient perdu leur argent selon un rapport rendu public en juin dernier. Le rapport révèle également d'autres choses, toujours en rapport avec l'utilisation de ces monnaies virtuelles en Afrique. Promisco Megbe y est revenu dans cet élément à la fois félicité Chakla. Selon un rapport publié en juin dernier par le cabinet d'études et de conseil Kasi Insight, l'effondrement du marché des crypto-monnaies qui a commencé en avril 2021 n'est pas sans conséquences sur les investisseurs africains. 70% des détenteurs de crypto-monnaies en Afrique ont perdu de l'argent. 49% des Africains se méfient désormais de ces actifs tandis que 47% pensent qu'ils vont l'apprécier à nouveau. L'enquête réalisée entre décembre 2022 et janvier 2023 révèle que la majorité des investisseurs ont vu la valeur de leurs crypto-monnaies actifs s'effondrer. 9% ont déclaré n'avoir pas perdu de l'argent durant l'effondrement et 21% ont subi des pertes plus ou moins importantes avant de récupérer la totalité de leurs fonds investis. Les personnes ayant des revenus élevés sont les plus susceptibles de détenir des crypto-monnaies. Également, le pourcentage des hommes détenteurs de ces actifs est supérieur à celui des femmes. Il se révèle aussi que les personnes ayant un âge compris entre 25 et 30 ans s'intéressent plus aux monnaies virtuelles. Parmi les crypto-monnaies, le Bitcoin reste la plus populaire sur le continent. Le marché s'élargit sur des recommandations des personnes proches avec pour objectif de gagner plus d'argent, de diversifier les portefeuilles, d'investir à long terme pour s'assurer une retraite sans problème financier, laisser un héritage, faire des achats en ligne et pour finir, effectuer des transferts de fonds nationaux ou transfrontaliers. Les personnes ne détenant pas les monnaies numériques estiment qu'elles seront appréciées dans les prochaines années, mais les détenteurs, du moins en majeure partie, pensent le contraire. Outil numérique de transfert de valeur de pair à pair, sécurisé par la cryptographie, la crypto-monnaie permet un échange de valeur entre deux parties sans l'intervention d'un intermédiaire.
Nous vous emmenons au Niger où 10 jours après le coup d'État militaire dans le pays, la situation devient de plus en plus problématique. Les militaires de la CEDEAO ont annoncé ce vendredi être prêts à intervenir militairement. Les précisions. Les chefs militaires de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest se sont mis d'accord sur un plan pour une éventuelle intervention au Niger. Cette décision, prise lors d'un sommet extraordinaire organisé par les officiers, est intervenue à l'approche de la date butoir fixée aux militaires au pouvoir pour rétablir un régime militaire. Les chefs d'état-major et leurs équipes ont travaillé 24 heures sur 24 en République du Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel et assurer la libération du président détenu. Tous les éléments qui feront partie d'une éventuelle intervention ont été élaborés ici et sont en train d'être affinés, y compris le calendrier, les ressources nécessaires et le comment, le où et le quand nous allons déployer une telle force. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a donné dimanche 30 juillet aux dirigeants militaires qui ont renversé le président élu Mohamed Bazoum une semaine pour le rétablir dans ses fonctions sous peine d'un éventuel recours à la force. Nous sommes déterminés à y mettre fin, mais la CEDEAO ne va pas dire aux putschistes quand et où nous allons frapper. C'est une décision opérationnelle qui sera prise par les chefs d'État. Nous voulons que la diplomatie fonctionne et nous voulons que ce message soit clairement transmis aux dirigeants de la junte au Niger, que nous leur donnons toutes les chances de revenir sur ce qu'ils ont fait. Les militaires nigériens ont promis de répondre immédiatement à toute intervention étrangère. Ils retiennent Mohamed Bazoum et sa famille dans sa résidence officielle à Niamey, la capitale, depuis 9 jours. On prend la direction du Bénin. Le ministre des Affaires étrangères béninois a déclaré ce vendredi que la diplomatie béninoise devrait être la solution privilégiée du coup d'État au Niger. Il a également réaffirmé le soutien total de Cotonou aux efforts de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest pour résoudre la crise. Les précisions. Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, a déclaré vendredi que la diplomatie devrait être la solution privilégiée au coup d'État au Niger. Le ministre a également réaffirmé le soutien total de Cotonou aux efforts de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest pour résoudre la crise. La CEDEAO, présidée par le Nigeria, a imposé des sanctions sévères à Niamey. Nous sommes et nous souscrivons entièrement aux actions diplomatiques qui sont en cours et qui restent la solution privilégiée par tous pour l'instant. Mais si demain, pour quelque raison que ce soit, quelque action que ferait la CEDEAO, le Bénin s'inscrirait entièrement en fait dans cette action en tant que membre de la CEDEAO. Malgré les sanctions, la CEDEAO a envoyé une délégation jeudi pour rencontrer les représentants militaires après que les soldats nigériens ont destitué le président élu Mohamed Bazoum le 26 juillet. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'il faut retenir, c'est le président reconnu par la CEDEAO, l'Union africaine et toute la communauté internationale du Niger est le président Bazoum. Le président Bazoum aujourd'hui est dans une situation où il est pris en otage. Et ce que nous voulons, c'est qu'il soit réinstallé dans sa position de président du Niger. Plusieurs États d'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, se sont engagés à envoyer des troupes en cas d'intervention de la CEDEAO. Les putschistes ont promis une riposte immédiate à toute agression extérieure. Au Sénégal à présent, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction au tribunal de Dakar. Investi par le PASTEF, il voit ainsi s'ouvrir une troisième procédure à son encontre qui risque de compromettre encore davantage sa participation à l'élection présidentielle de février 2024. Le reportage.
Devant le palais de justice de Dakar, la capitale sénégalaise, des équipes de télévision ont pris leur quartier alors qu'Ousmane Sonko est attendu devant le doyen des juges derrière ces murs. Le leader de l'opposition sénégalaise doit répondre des accusations de vol et appel à l'insurrection. Le candidat déclaré à la présidentielle a été interpellé vendredi pour avoir violemment volé le téléphone portable d'une femme gendarme et pour avoir immédiatement appelé la population par un message subversif sur les réseaux sociaux à se tenir prêt selon la justice sénégalaise. Le palais de justice est barricadé. Il faut montrer patte blanche pour y accéder. Internet de données mobiles est momentanément suspendu. Bis repetita de la mesure prise en juin après la condamnation de l'opposant à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Ousmane Sonko a annoncé sur les réseaux sociaux avoir entamé une grève de la fin dimanche. Et pendant ce temps, les Centrafricains se sont rendus aux urnes dimanche dernier, vous le savez, lors d'un vote très attendu sur une nouvelle constitution qui supprimerait les limites du nombre de mandats présidentiels. Et les résultats préliminaires devraient être annoncés dans un peu plus d'une semaine pour être finalisés par la Cour constitutionnelle en fin août prochain. Les précisions pour vous. En Centrafrique, le dépouillement du référendum sur la nouvelle constitution a commencé hier soir. Les Centrafricains se sont rendus aux urnes dimanche lors d'un vote très attendu sur une réforme constitutionnelle qui supprimerait les limites du nombre de mandats présidentiels. Le président Faustin Archange Touadéra veut prolonger les mandats présidentiels de 5 à 7 ans et supprimer la précédente limite de 2 mandats, ce qui lui permettrait de se représenter en 2025. Les modifications proposées supprimeraient également les exigences selon lesquelles les décisions de l'exécutif doivent être débattues par le pouvoir législatif. Le mouvement démocratique pour le renouveau centrafricain était le seul parti d'opposition à participer à la campagne référendaire au nom de l'abstention. Les autres opposants réunis au sein du bloc républicain pour la défense de la Constitution se sont désengagés de ce référendum qu'ils qualifient de mascarade. Autre actualité, ce soir, hors du continent africain, plus de 50 personnes ont été blessées dans la capitale de la Suède ce jeudi alors que des émeutes ont éclaté en marge d'un festival culturel érythréen. Une centaine de personnes ayant pris part aux heurts ont été arrêtées, 52 autres blessés dont une quinzaine transportés à l'hôpital. Retour sur les faits. La police suédoise poursuit son enquête après des violences qui ont éclaté lors d'un festival culturel érythréen à Stockholm. Des dizaines de personnes ont été blessées, dont 8 grièvement, alors que plus de 100 ont été arrêtés lors d'affrontements entre les factions pro- et anti-régime érythréen jeudi. Des opposants au gouvernement ont pris d'assaut l'événement, brûlant des tentes et des voitures. Les détracteurs du festival affirment qu'il promet une vision positive des dirigeants autoritaires de l'Érythrée. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée à vous.